Bonjour à toutes et à tous. Cela fait longtemps que je réfléchis à des solutions pour diminuer la quantité de CO2 présente dans l'atmosphère. Je savais depuis le collège que les plantes absorbent le CO2 et avec la photosynthèse le transforment en carbone pour pousser et puis en dioxygène que nous, les humains et les animaux, nous allons pouvoir respirer. Mais le problème, c'est que ce carbone qui est stocké, donc ce CO2 qui est stocké sous forme de carbone, il est relâché une fois que les plantes meurent et pourrissent. Donc dans ce graphe là, vous pouvez voir le taux de CO2 dans l'atmosphère en fonction du temps, mesuré ces 50 dernières années. Donc on voit d'abord qu'il est croissant, mais il y a aussi des pics, des vagues, donc des pics et des creux, qui eux sont dus au fait que les plantes, chaque hiver, elles meurent et les arbres perdent leurs feuilles. Et donc à l'automne, ces feuilles commencent à pourrir et à relâcher du CO2. Et comme il y a plus de végétation sur l'hémisphère nord, ces différences ne sont pas compensées par la végétation sur l'hémisphère sud, qui elle sera en plein été quand nous on sera en hiver, et qui va donc absorber du CO2. Pour vraiment comprendre ce phénomène, vous pouvez aller voir la vidéo de Al Gore ici, là. Donc ma première idée pour éviter le pourrissement du bois, c'était de le transporter à un endroit où il fait froid, donc un congélateur. Non, donc l'idée c'était de le transporter au pôle Nord, par exemple, en grande quantité, pour qu'il reste congelé et qu'il ne relâche pas le CO2 qu'il a absorbé. Le problème c'est que le transport de ce bois utiliserait du pétrole et donc relâcherait du CO2. Donc j'avais calculé que ce procédé serait légèrement positif. D'autre part, ce procédé ne semble pas réalisable dans notre société parce qu'on ne peut pas gagner d'argent en transportant du bois au pôle Nord, quoi. Et puis un peu plus tard, j'ai entendu parler du fait que certains peuples d'Amérique mélangeaient du charbon de bois dans leurs terres pour améliorer la qualité du sol. Et ça a pour effet de retenir les nutriments dans le sol parce que le charbon est poreux. Donc une terre comme ça, mélangée avec du charbon de bois, ça s'appelle la terra preta. Ce charbon qui est mélangé à la terre, il semble a priori ne pas pourrir et ne pas être retransformé en CO2 dans l'atmosphère. Et donc, il permettrait de stocker efficacement le carbone et en plus d'améliorer la qualité du sol pour planter des plantes. Donc maintenant la question c'est est-ce que vraiment il n'est pas relâché dans l'atmosphère? Et donc pour ça, j'ai trouvé cet article de la revue Soil Biology and Biochemistry qui montre que au plus 4,5% du carbone mélangé à la terre serait rejeté en 3 ans. Ce qui nous laisserait donc au pire 50 ans avant que tout le carbone soit relâché. Dans cette expérience, ils ont ajouté du glucose dans le sol pour activer la flore microbienne qui transformerait ce charbon en dioxyde de carbone. Donc c'est pas très réaliste non plus. Donc a priori, il resterait quand même assez longtemps dans le sol, ce carbone. Bon, après, j'ai remarqué que quand on chauffe au bois, il y a souvent des morceaux de charbon qui restent dans les cendres que l'on jette. Donc, par exemple, chez moi, on jette les cendres dans le jardin. Donc ça apporte du potassium au jardin. On fait ça en hiver parce que si on le met directement sur les plantes vont souffrir à cause de l'alcalinité des cendres. Et donc ça veut dire que quand on chauffe au bois, on fait déjà du stockage de CO2 par le fait qu'il y ait du charbon dans les cendres qu'on jette. J'ai donc fait des recherches sur internet et j'ai vu sur la page Wikipédia sur le charbon de bois dans différentes langues que cette méthode est bien une méthode envisagée pour
ralentir le réchauffement climatique. Et donc il existe des entreprises en Allemagne qui font exactement ça, c'est-à-dire elles vont carboniser des plantes, donc des déchets, de tout, des plantes, et mettre le charbon dans des sols de culture et donc stocker du CO2. Alors maintenant, l'efficacité de tout ce processus, il dépend de la méthode utilisée. Donc déjà, on peut utiliser des déchets, donc ça c'est bien, c'est pratique. Branches, feuilles mortes, paille, bon voilà. Ensuite, il y a cette vidéo-là, qui montre un carbonificateur à bois, donc c'est du bois broyé qu'il carbonifie. Comment il le carbonifie? Donc il faut de la chaleur pour carbonifier le bois, et il utilise la chaleur produite par le gaz produit, donc en fait un gazogène en quelque sorte. Donc il va faire brûler le gaz qui est produit par la carbonification du bois, pour chauffer le bois, pour le carbonifier. Donc c'est un processus qui est auto-alimentant. Mais on voit dans cette vidéo, encore une fois, il y a une énorme cheminée et il y a énormément de chaleur qui part en fumée. Et donc, cette chaleur pourrait être utilisée d'une part pour chauffer des maisons, pour chauffer autre chose, et pour faire fonctionner des moteurs Stirling par exemple, et donc produire de l'électricité. Et donc, on peut s'imaginer une industrie qui, au lieu de rejeter du CO2, en stockerait. Et en plus gagnerait de l'argent en produisant de l'énergie. Donc, on aurait la possibilité d'inverser complètement l'effet en fait. Alors maintenant, est-ce que c'est faisable? Probablement. Il faudrait quand même réduire nos émissions de gaz à effet de serre. On a vu avec le Covid-19 que c'était possible de ralentir l'économie. Mais donc mon idée, ça serait d'en profiter pour réorienter l'économie vers un stockage de CO2 et une production d'énergie renouvelable. Donc maintenant l'idée d'utiliser les déchets. Donc si on prend encore une fois le cas des feuilles mortes sur l'hémisphère nord. Et admettons que l'on arrive à ramasser toutes ces feuilles mortes et à les carbonifier. Eh bien, j'ai fait une modélisation donc, du taux de CO2 et j'ai exactement fait ça, c'est-à-dire j'ai fait comme si toutes les feuilles mortes à l'automne, au lieu de rejeter le CO2, on les carbonifiait et on les transformait en charbon. Et donc voilà ce que ça donne. Donc donc là j'ai fait comme si c'était dans l'an 2000 qu'on faisait ça. Donc on a la courbe qui reste constante pendant que normalement ça devrait augmenter. Enfin presque constante parce qu'il y a quand même les rejets des hommes. Donc au lieu d'augmenter, il n'y a que les rejets de l'homme qui ont un impact. Et les feuilles mortes ne rejettent pas leur CO2. Et ensuite, l'année d'après, il y a les nouvelles feuilles qui poussent sur les arbres et qui font à nouveau baisser le taux de CO2 d'une façon drastique. Donc si là on renouvelle le processus, on ramasse les feuilles mortes, on les carbonifie, qu'est-ce qui se passe? On reste à nouveau constant. Et ainsi de suite. Donc l'année d'après, les feuilles repoussent, absorbent du CO2 et on retombe brutalement. Et ainsi de suite. Et on obtiendrait une courbe comme ceci. Donc on voit, on pourrait diminuer drastiquement le taux de CO2. Bon, c'est utopique de penser qu'on pourrait ramasser toutes les feuilles mortes de tout l'hémisphère nord. Ça pose un autre problème, c'est le problème de l'engrais. C'est-à-dire que les arbres ont besoin des feuilles mortes qui vont redonner des engrais au sol quand elles pourrissent pour l'arbre, pour qu'il puisse refabriquer des feuilles. Donc
la question maintenant c'est est-ce que ce charbon qu'on produit en carbonifiant les feuilles, est-ce qu'il contient les nutriments dont les arbres auraient besoin? Est-ce que en le remettant dans la forêt, les arbres pourraient en faire sortir des nutriments, les mêmes nutriments dont ils auraient besoin? Bon, maintenant, quand même, à une échelle un peu plus réduite, ce genre de processus me paraît envisageable. Il y a également, chez moi, les châtaigniers meurent par exemple. Donc j'ai des châtaigniers qui sont debout mais qui sont morts et qui ne servent à rien. Sur la chaîne de Cody's Lab ici, il montre aussi que ces arbres sont en train de mourir donc dans le Nevada. Et ils pensent exactement la même chose, c'est-à-dire pourquoi ne pas les carbonifier pour stocker le CO2 qu'ils ont amassé pendant des cinquantaines ou centaines d'années, parce que c'est des arbres, c'est des pins qui poussent très lentement. Donc je ne suis pas le seul à avoir cette idée, c'est une idée très répandue. Et enfin, la dernière chose que je voulais vous dire, c'est qu'on a tendance à se sentir impuissant devant l'envergure des phénomènes en jeu. Et donc, on a tendance à laisser la responsabilité aux hommes politiques et à ces entreprises. Mais je pense qu'on peut tous, à notre échelle, avoir un impact bénéfique. Et j'espère vous montrer des méthodes dans des futures vidéos pour stocker du carbone. Donc réfléchissez-y, essayez d'imaginer des méthodes. Par exemple, on pourrait s'imaginer un compostage sous vide, donc en absence d'oxygène, par exemple sous l'eau, qui lui aussi éviterait l'oxydation du carbone et donc éviterait de produire du CO2. Ça peut être une possibilité aussi. Voilà, donc j'ai mis des liens dans la description vers des petites animations donc qui font de la pub pour ces entreprises, qui expliquent un peu les concepts théoriques qu'il y a derrière ces entreprises. Par exemple, cette équation, je ne savais pas que donc c'est pour produire de l'engrais, du bicarbonate d'ammonium, et je ne savais pas qu'elle était exotherme, donc qu'elle produisait de la chaleur. En tout cas, si elle produit de la chaleur, c'est qu'avant, on a dû mettre de l'énergie pour fabriquer les molécules qui vont ensuite être utilisées dans cette réaction, en particulier l'ammoniac. Il est produit par le procédé de Haber-Bosch et qui utilise beaucoup d'énergie. Donc bon, voilà, faut réfléchir à ce genre de choses. Ça c'est mon message final. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Réfléchissez à tout ce que je viens de dire et donc dans une prochaine vidéo, j'espère, sur ce sujet.